Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. 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 On va commencer le webinaire si ça convient à tout le monde. Les derniers participants, je pense, vont arriver progressivement. En tout cas, bienvenue à ce cycle de webinaires rénover et construire avec les filières locales, c'est possible. Donc, c'est un deuxième webinaire qui est consacré aujourd'hui à la thématique isoler avec les matériaux biosourcés. Et ce webinaire fait suite à un premier webinaire qui a été organisé le 3 avril sur la question du bois local. Et donc, ce premier webinaire est disponible en replay, tout comme le webinaire d'aujourd'hui. Alors, au programme de ce webinaire, tout d'abord une introduction par Vincent Piotrowski de la métropole de Lyon. Et puis ensuite, Marion Chira de Caribati présentera les points clés de l'étude potentielle de développement des filières biosourcées et géosourcées sur le territoire élargi de la métropole de Lyon. Ensuite, nous passerons la parole à Étienne Béduno d'Oikos pour faire un focus sur l'isolation avec la paille. On vous invitera à garder vos questions pour 14h20. On fera une petite séquence de questions-réponses à ce moment-là. Et puis, on passera la parole à Maëlle Steck, présidente Bâti Nature, sur un témoignage sur comment massifier avec la préfabrication en bois paille. Et puis, un retour d'expérience présenté par Marc Ampesi de Diagonal Concept sur des rénovations tertiaires avec des isolants biosourcés. On passera ensuite à la deuxième séquence de questions-réponses vers 14h50, avant de laisser le mot de la fin à Béatrice Couturier de la métropole de Lyon. Donc, je vous souhaite à tous un très bon webinaire et je vous rappelle simplement les règles pour un bon webinaire pour tous. Donc, de bien penser à couper vos micros. Vous êtes très nombreux pour ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le fil de discussion. On les prendra ensuite pendant les séquences de questions-réponses. Et comme je l'ai dit précédemment, ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay. Je passe la parole à Marion. Eh ben, c'est moi qui vais enchaîner. Bonjour à tous et tous. Vincent Piotrowski, donc effectivement en charge de l'animation de la filière économique du bâtiment durable à la direction économie de la métropole, direction de l'action et de la transition économique. Je vais avoir un mot rapide pour vous revenir rapidement sur le contexte et sur le pourquoi de ces webinaires. Alors, vous connaissez, je pense, toutes et tous l'engagement de la métropole dans la transition de son modèle de développement. Vous avez aussi Vincent, on t'entend plus. Il faudra activer ton micro. Alors, est-ce que ça fonctionne? C'est bon, ouais. Voilà, je ne touche plus, ça devrait fonctionner. Je ne sais pas où c'est que je me suis arrêté, mais bon, voilà, je me suis présenté et donc je présentais rapidement une mise en contexte, le pourquoi de ces webinaires. Si on passe à la slide suivante, simplement expliquer que la métropole porte une action particulière sur la filière du bâtiment durable, qui est une filière à enjeu fort pour la transition globale et la transition du secteur de la construction. La métropole porte une action qui est protéiforme, qui prend diverses formes variées, et donc une manière simple, un peu schématique de la présenter, c'est de repartir un peu des différentes casquettes, des différents rôles que peut jouer la métropole en tant que collectivité dans le cadre de ses compétences. Un premier bloc en tant que maître d'ouvrage,
puisque la métropole est une collectivité comme toutes les autres qui achètent massivement, à peu près à hauteur de 600 millions d'euros par an, et où l'objectif est effectivement celui de l'exemplarité. C'est le sens en tout cas du schéma de promotion des achats responsables, qui est un outil de la métropole adopté en 2021, qui vise à faire de la commande publique un levier de transformation de son territoire et de ses filières. C'est le sens aussi d'un engagement plus récent de la métropole dans le pacte bois biosourcé de Fibois Aura, qui engage désormais la métropole à intégrer un certain volume de produits bois biosourcés dans ses opérations de construction, réhabilitation et aménagement. Lorsque la métropole n'est pas maître d'ouvrage, elle cherche à être aussi incitative, elle peut être même prescripteur dans certains cas, en tout cas dans le cas de la construction de logements neufs, où certains d'entre eux tombent sous le coup de ce référentiel habitat durable, qui est un outil de la métropole, qui est ancien et dont la mise à jour l'an dernier a intégré des nouveaux critères, des nouvelles exigences en matière de contenu carbone, de recours aux matériaux biosourcés et au réemploi. Et enfin, un dernier bloc qui est finalement la condition nécessaire au reste, c'est celui de la coopération, avec une métropole qui souhaite être accompagnatrice, accompagner individuellement les entreprises et les projets de son territoire dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre de cet enjeu de transition. Accompagner des collectifs aussi, certains sont impliqués dans le cadre. Je vois pardon, que mon micro se coupe sans que j'agisse particulièrement, désolé. C'est assez déstabilisant, le micro se coupe. Je disais donc, si ça continue de bien fonctionner, qu'un deuxième outil de cette coopération, ce sont donc ces lieux de dialogue mis en place à la demande de nos élus qu'on appelle plateformes des acteurs du BTP, qui sont des lieux de dialogue, des interfaces avec l'ensemble des acteurs impliqués dans l'acte de construire, pour créer du dialogue, aborder des sujets, parfois co-construire certains programmes politiques métropolitaines. Ça a été le cas, par exemple, du référentiel habitat durable qui a largement été discuté dans le cadre de ces plateformes. C'est aussi ce qui nous réunit aujourd'hui, puisque la vocation de ces plateformes, c'est aussi de partager de la connaissance, du retour d'expérience, créer de la vision commune. Et si on passe à la slide suivante, le sujet des matériaux biosourcés est inscrit au programme de travail de ces plateformes depuis l'an dernier. L'an dernier également, la métropole a souhaité dresser un état des lieux des filières du bio et du géosourcé pour mieux les connaître, mieux les cerner, pour clarifier précisément, vous voyez les 3 points, l'état du gisement de ces matériaux, leurs enjeux de développement, quels sont les freins, les leviers qui pourraient être activés pour favoriser leur développement, et à partir d'hypothèses qui vous seront présentées, leur capacité à répondre aux besoins existants et surtout futurs du territoire métropolitain. Voilà, c'est vraiment ça le cœur des travaux qu'a réalisé Carré Bâti et donc qui vous sera présenté pour partie aujourd'hui. La restitution sous forme de webinaire, c'est pour diffuser le plus largement possible et faire connaître les résultats de ces travaux. Aussi pour mettre en perspective cet état des lieux avec une vision et un propos plus opérationnel, en donnant la parole soit à des représentants de certaines de ces filières biosourcées, géosourcées, soit par des acteurs qui ont eu concrètement à mettre en œuvre ces matériaux. Et donc, on est réunis aujourd'hui, Claire l'a dit, dans le cadre de ce deuxième webinaire avec un focus sur les isolants. C'est déjà tenu un premier webinaire sur les produits bois et se tiendra le 16 mai prochain un webinaire dans le même format sur les produits géosourcés terre et pierre. Voilà pour l'essentiel. Il me reste simplement à remercier les intervenants, les organisateurs, puis à vous souhaiter à toutes et tous un très bon webinaire. Voilà, merci. Merci beaucoup, Vincent. Et donc, je passe la parole à Marion Chiera de Carré Bâti. Merci.
Bonjour à tous, donc je vais en effet moi vous présenter les premiers rendus de l'étude liés donc au thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt les produits biosourcés qui sont destinés à l'isolation, sachant du coup que le 3 avril, comme a dit Claire, on avait vu le bois, on avait largement parlé des freins et enjeux à développer la filière bois locale. Et puis on verra dans un prochain webinaire plutôt les enjeux liés aux filières du géosourcé, donc terre crue et pierres naturelles. Très rapidement, donc moi je suis Marion Chira, associée fondatrice de Caribati. Caribati, c'est un bureau de conseil, bureau d'études, dont l'objectif est de développer l'utilisation des matériaux biosourcés dans la construction. Et du coup, notre particularité, c'est vraiment d'accompagner tous les acteurs de la chaîne de valeur du bâtiment biosourcé, depuis les filières, en passant par les fabricants, à la partie largement immobilier, aménagement. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc pour cette partie évaluation des enjeux et perspectives pour les filières sur le territoire élargi de la métropole de Lyon, on est parti sur un territoire d'études beaucoup plus large, nous, puisqu'on est parti sur un échelon régional, donc l'échelon de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, on va regarder particulièrement 3 filières qu'on avait identifiées, donc la filière paille avec la construction en botte de paille, la filière des isolants manufacturés, et puis la filière des bétons biosourcés. Donc on verra, on va parler de béton de chanvre, mais aussi de béton de bois. Comme pour la partie sur le bois, on a basé sur notre étude en majorité sur des entretiens téléphoniques avec des acteurs identifiés, puis en faisant un entretien, on était renvoyé vers d'autres acteurs, etc., pour évaluer par filière, par famille de produits, des enjeux et perspectives sur la ressource, sur la transformation, sur la structuration des acteurs, sur la réponse au cadre normatif et réglementaire, et puis aussi, s'il y en avait, des enjeux et perspectives d'un point de vue environnemental. Et on s'est aussi basé sur des études qui étaient déjà préexistantes, donc notamment un premier état des lieux qu'on avait fait au niveau régional il y a 2015, donc on a mis bien à jour, des choses qui ont évolué. Et il y a eu 2 études récentes axées sur les filières qui nous intéressent aujourd'hui. Donc une étude qu'on a menée, nous, Caribati, auprès de la DREAL, sur la période 2021-2022 sur les perspectives de développement d'une filière chanvre sur le territoire. Et plus récemment, donc une étude sur la filière paille menée par Oikos, qui intervient aujourd'hui donc pour vous présenter en partie les premiers résultats de cette étude. Donc je vais moi plus largement en fait parler des bétons biosourcés et des isolants manufacturés, et je laisserai du coup plutôt Étienne parler très bien de la filière paille. Quelques éléments de contexte sur les isolants manufacturés. Là, on parle vraiment d'un marché des isolants manufacturés qui est national. On a eu en 2020 33 millions de mètres carrés mis en œuvre. C'est des chiffres qui sont remontés par l'AICB. Donc l'AICB, c'est le syndicat des fabricants d'isolants végétaux. Donc ça représente plus de 11% maintenant du marché de l'isolation. Donc on voit qu'on n'est plus sur un petit marché de niche, on est sur un marché qui arrive, qui est les isolants manufacturés sont clairement de plus en plus utilisés dans la construction. Et du coup, ça représente des croissances en volume très importantes pour les industriels, donc qui sont en train d'augmenter leur capacité de production pour répondre à la demande. On est sur des produits qui sont rentrés dans les cadres normatifs. On a une majorité des produits qui sont sous avis technique. Pour les plus récents, on aura des ATEX. Et puis pour certains, on est même dans le domaine traditionnel avec les DTU, donc notamment pour certains isolants vrac comme la ouate de cellulose. On est sur des produits qu'on va utiliser donc sur les isolants manufacturés. On va retrouver trois produits principaux, des panneaux semi-rigides, des panneaux rigides et puis des isolants en vrac. Sur les panneaux semi-rigides et rigides, on va avoir une utilisation en isolation par l'intérieur, donc plutôt les semi-rigides en isolation par l'intérieur, des murs, des cloisons, des toitures, des planchers. Les semi-rigides, donc avec les biosourcés, ils vont avoir une densité comprise entre 20 et 55 kg par mètre cube, donc on parle vraiment de matériaux très légers, et ils sont plutôt multifibres. On va retrouver majoritairement sur le marché des isolants à base de fibres de bois, mais sur d'autres régions, on va aussi trouver des isolants à base de chanvre, de lin, de différentes fibres végétales. Et puis, on va avoir
Pour l'isolation par l'extérieur, plutôt là une utilisation d'isolants rigides, notamment. Donc en rigide, on va retrouver sur le marché fibre de bois et liège, et les rigides qu'on pourra mettre en œuvre sous enduit avec des avis techniques spécifiques ou sous bardage. Isolation des toitures terrasses, c'est très limité. Ce qu'il faut retenir sur les isolants, c'est que c'est sur les isolants biosourcés, c'est que c'est sensible à l'eau, hydrophile et puis sensible au feu. Donc on va les protéger de l'eau et du feu. Donc il existe un avis technique pour un isolant en toiture terrasse, mais sur une dalle bois, sur dalle béton, on a trop de risques de condensation. Et puis on peut bien sûr aussi utiliser les isolants en préfabrication dans des caissons bois. Donc il y a dans la région, par exemple, des préfabricateurs industriels comme Techniwood avec le Panobloc ou CBS, CBT qui font des mobs avec isolants biosourcés. Les acteurs locaux qui produisent des isolants biosourcés manufacturés, on va retrouver Isonat qui est situé à Mably dans le 42, donc lui qui fabrique des isolants à base de fibres de bois qui sont sourcées assez localement, notamment auprès des scieries voisines de l'usine. Donc là, on a plusieurs produits dans la gamme. On a deux isolants Flex, le Flex 40 et le Flex 55. Et puis, il y a plusieurs isolants rigides, 3 isolants rigides. Donc là j'ai mis la photo du Multisol 140, mais il y a aussi un Multisol, donc 140 pour la densité 140 kg par mètre cube, mais il y en a aussi un à 110 kg par mètre cube, et puis une troisième référence. Et puis, donc, on a aussi l'acteur Butex à Cours-la-Ville, donc là, encore plus près de la métropole, enfin, dans la métropole de Lyon, du coup, qui a développé un isolant à base de coton recyclé. Donc, c'est un produit qui s'appelle Cotton Wool, donc qui propose sous forme de panneaux semi-rigides ou sous forme de vrac, donc à base de coton recyclé sourcé dans la région. Voilà, donc là, sur Butex, on a un produit un peu plus innovant que sur Isonat. Sur Isonat, on a des avis techniques, des FDES, etc. Sur le produit Cotton Wool, on n'a pas encore tous ces documents puisque le produit est un peu plus récent sur le marché. Et peut-être si juste une parenthèse, au moment de l'étude, en 2022, il y avait un troisième acteur qui était à Dagneux dans l'Ain, qui était FBT qui faisait de l'isolation à base de paille de riz. Donc cet acteur-là ne produit plus d'isolant pour le moment. Je pense qu'il n'y aura plus d'isolant en paille de riz produit à Dagneux. Les freins, donc sur les enjeux et freins identifiés pendant l'étude, donc la ressource locale qui est principalement utilisée, c'est la fibre de bois qui est disponible sur le territoire et du coup qui est le marché développé par Isonat. Et donc voilà les autres matières premières qu'on retrouvait, le coton recyclé et du coup la paille de riz, mais qui est externe à la région, donc qui ne sera plus produite ici. On verra du coup qu'il y a un potentiel de développement peut-être avec la fibre de chanvre. On va en parler dans le cadre de la partie béton biosourcé. Freins liés à la transformation, on n'en a pas spécialement identifié parce qu'on voit que là, il y a déjà des acteurs fortement industriels qui sont implantés sur le territoire et qui produisent de manière importante ces isolants. On a là des enjeux de structuration qui sont plutôt à l'échelle nationale, mais qui sont existants. Donc, je vous citais le syndicat de l'isolation végétale, donc il n'y a pas vraiment de frein lié à la structuration non plus. Et sur les cadres normatifs et réglementaires, on a une majorité d'isolants qui sont sous avis technique. L'idée, c'est vraiment pour pouvoir être de plus en plus utilisé sur les projets, et notamment sur des projets tels qu'on peut les trouver dans la métropole de Lyon, où il y a des enjeux ERP, bâtiments de bureaux, logements collectifs, troisième famille, etc., où là, on va demander beaucoup de validation sur les produits. Et ben, il faut pouvoir rentrer dans le champ de la traditionnalité. Donc, il faut avoir les avis techniques, mais aussi donc les essais qui ont été menés pour mieux caractériser le produit, ce qui est plutôt le cas sur ces produits-là. Et enfin, enjeux environnementaux, là, on a beaucoup de données environnementales. Il y a beaucoup de F2S qui existent pour ces produits, avec souvent des épaisseurs, enfin toutes les épaisseurs de la gamme. Donc, on peut bien relativiser les impacts environnementaux qui sont plutôt bons pour ces produits.
Ce qui reste, le point à traiter serait la fin de vie des produits, comment ces matériaux peuvent être recyclés, réemployés en fin de vie. C'est un vrai enjeu, maintenant pour aller encore plus loin dans le développement de ces produits. Sur les perspectives sur la ressource, donc il y aurait potentiellement à moyen terme une nouvelle ressource disponible sur le territoire qui sera la fibre de chanvre et donc peut-être une nouvelle ressource à exploiter par les industriels déjà en place ou peut-être par des nouveaux industriels. Donc ça à suivre, dans les années qui suivront. Sur les industriels qu'on avait interrogés, donc il y avait la volonté là de pouvoir, augmenter les capacités de production pour répondre à la demande. Et du coup, à cette demande qui est grandissante. Et puis, voilà. Et après, il y avait beaucoup d'enjeux de R&D sur ces produits, où il y a aussi peut-être des recherches pour petit à petit ne plus avoir que des fibres biosourcées dans ces produits. Donc en général, sur les isolants semi-rigides, ils ne sont pas 100% biosourcés, ils sont 85% biosourcés, puisqu'on a un liant, une matrice qui vient lier les fibres biosourcées entre elles, et ce liant est bien souvent pétrosourcé. Et sur les isolants rigides à base de fibres de bois, on a plus de biosourcés, on a 90-95% de biosourcés, puisque là, la technique de transformation permet de lier les fibres entre elles plus simplement. Voilà pour les isolants. Pour les bétons végétaux, on a un historique qui est beaucoup lié au développement des bétons de chanvre. Donc, avec la France qui est le premier cultivateur de chanvre d'Europe, et puis dès les années 80, donc les premières maisons rénovées avec les bétons de chanvre qui ont permis d'aboutir, comme pour la paille, vous verrez tout à l'heure, à des règles professionnelles de la construction en béton de chanvre dès 2012, ce qui fait que la construction en béton de chanvre est une technique courante, une technique traditionnelle aujourd'hui, puisqu'il y a des règles professionnelles validées par la Commission de prévention produits. On a la limite aujourd'hui que ces règles professionnelles, elles visent à un domaine d'emploi jusqu'à du R+1 + comble, ce qui limite un petit peu l'usage du béton de chanvre aujourd'hui. Pour autant, on a de plus en plus d'exemples là, de bâtiments, notamment de logements collectifs R+6, R+7, qui utilisent cette technique. Donc, on voit vraiment qu'il y a un développement, qu'on va plus loin. Donc, là, je vous ai cité 25 mètres là, pour la plus haute construction avec des murs en remplissage en béton de chanvre. Donc, le principe d'un béton végétal, c'est comme un mortier, hein, c'est qu'on va mélanger un liant, donc un liant minéral pour le coup, donc c'est souvent c'est souvent des chaux ou c'est des liants formulés, ce qu'on appelle donc une chaux ou un ciment dans lequel on est venu mettre des adjuvants et qu'on va mélanger avec un granulat végétal. Donc quand on parle de béton de chanvre, on va utiliser un granulat de chanvre qui est la chêne vote. Et puis quand on parle de béton de bois, parce que je vais en parler un petit peu après, là on va utiliser un granulat de bois, donc un broyat de bois. Ce sont des bétons qui ne sont pas structurels. On est sur des bétons qui sont isolants. On va pas chercher de performance mécanique sur ces bétons. Simplement, on va regarder, on va vérifier qu'ils sont autoportants. Mais on est vraiment sur des bétons qui sont légers, hein. Sur un béton utilisé en remplissage isolant de murs, on va être sur une densité de 350 kg par mètre cube pour ce côté isolation. Donc, c'est vraiment très différent du béton traditionnel où on est à 2,5 tonnes par mètre cube. On va les utiliser donc traditionnellement, ce qui était développé, c'est le remplissage isolant de murs, donc au sein d'une ossature secondaire en bois, là, comme on peut voir ici, donc avec en général un fond de coffrage, une ossature secondaire en bois, puis on vient projeter notre béton de chanvre sur la paroi. Donc il y avait initialement une mise en œuvre manuelle, par exemple dans des banches, et puis ce qui s'est développé ces dernières années, c'est la projection mécanique avec des machines de façadier qui sont adaptées pour faire passer le granulat de chanvre et le liant. Et puis on peut faire notamment dans la rénovation, du doublage de murs existants, mais aussi de l'isolation de sol, l'isolation de toiture, et dans un enduit à caractère isolant. Il y a aussi donc toute une partie préfabrication, pardon, qui s'est développée, donc avec deux types de produits, des blocs de petite dimension, type bloc à maçonner ou à emboîter, et puis aussi des parois grande dimension préfabriquées en béton de chanvre ou en béton de bois.
Sur les acteurs locaux, sur le béton de chanvre, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est clairement plutôt sur une filière en développement. On a des acteurs historiques qui sont Drôme Chanvre et Chanvre d'Auvergne, donc qui sont plutôt des petits groupements d'agriculteurs qui cultivent ce chanvre et qui vont le défibrer avec des outils agricoles pour une vente directe, par exemple à des artisans, plutôt sur des sujets de rénovation. Et puis là, on a un acteur industriel qui est un acteur de l'agriculture, Maison François Cholat, qui est en train de mettre en place, de construire une chanvrière industrielle, un outil de défibrage grande échelle pour pouvoir défibrer plus massivement du chanvre, comme on le voit dans d'autres régions, comme il y a des outils donc, dans l'Aube, en Vendée, en Franche-Comté, etc. Il y a vraiment un potentiel fort de développement dans la région parce qu'il y a beaucoup d'acteurs des bétons biosourcés qui sont présents dans notre région. On a des acteurs qui font déjà de la préfabrication en bloc. J'ai cité Chanvra, on peut citer aussi Vica qui a développé du coup avec Vieille Matériaux le bloc Bio6, donc un bloc à base de béton de chanvre. On a du coup sur le territoire beaucoup de fabricants de liants qui sont très impliqués dans les développements des bétons biosourcés, donc notamment Vica, mais aussi du coup Parex, BCB, Lafarge. Et puis, là, ces personnes-là sont très intéressées sur la partie granulat, chaîne-vote, mais quand on défibre du coup le chanvre, on a la chaîne-vote et on a la fibre. Et du coup, on pourrait aussi avoir des acteurs intéressés plus tard par cette fibre de chanvre pour faire de l'isolation. Au niveau du béton de bois, on a un acteur principalement qui a développé des panneaux préfabriqués en béton de bois, qui est CCB Greentech, qui est situé en Isère. Donc là, le principe, ce que je vous disais, le même, c'est un liant, en l'occurrence du ciment, plus des granulats de bois, et il vient préfabriquer des façades en usine en béton de bois. Donc pour le coup, sur ce produit-là, il y a des avis techniques spécifiques à cette technique, et donc possibilité de faire des murs porteurs en R+1 ou d'aller après vers des façades rideaux avec une autre technologie. Les freins identifiés sur cette filière-là, sur les bétons de chanvre, il y a une étape de caractérisation des granulats qui est importante. On doit avoir un chanvre de qualité bâtiment. Donc voilà, donc si Maison François Cholat développe la chanvrière, il faudra caractériser le chanvre qui sort de cette chanvrière. Il n'y a pas encore d'unité de préfabrication de béton de chanvre sur le territoire dimensionné pour répondre au projet de la métropole de Lyon. Je vous ai cité Chanvra, mais qui est un petit acteur, qui est unipersonnel, hein, donc il n'a pas, pour lui, la capacité de répondre à tous les besoins de la métropole seul. Il faudrait qu'il y en ait d'autres, ou qui grossissent, voilà. On est plutôt sur des acteurs industriels qui mènent leurs projets de développement pour sortir éventuellement des nouveaux produits, des innovations. Il y a quand même un GT Sable Vert qui s'appelle Sable Vert qui travaille conjointement sur le sujet, qui réunit ces industriels. Sur le cadre normatif, je voulais citer un petit peu sur les bétons de chanvre, on est limité avec les règles pro à R+1 comble. Donc quand on va aller plus loin, il peut y avoir nécessité de passer par des ATEX. Et puis pour tout ce qui est panneaux préfabriqués, blocs, on est plutôt sur des avis techniques liés à la technique, au produit. Et sur les évaluations environnementales, c'est assez disparate aussi. Là, c'est chacun qui doit, pareil, réaliser sa F2S. Donc, il y a des démarches qui sont en cours. Il y a déjà tout un tas de données disponibles. Il y a une collective sur les bétons de chanvre. Il y a des données pour Vica, pour Bio6. Il y a des données pour CCP Greentech, pour ces panneaux. Voilà, il y a quelques éléments déjà disponibles. Sur les ressources, donc sur le bois, la ressource, elle est disponible. L'industriel qui développe, CCB Greentech, qui développe ces panneaux, lui, il possède des forêts, donc il utilise ces forêts régionalement pour faire son granulat de bois. Et puis, sur le granulat de chanvre, c'est plutôt un potentiel. Avec Maison François Cholat, il va pouvoir petit à petit augmenter les surfaces de culture du chanvre pour avoir de la disponibilité. Et voilà, et du coup, sur la transformation, l'usine est en cours de fabrication. Et puis, il y a d'autres acteurs qui sont présents. Il y a Alkern, par exemple, qui est présent sur le territoire, qui fait notamment des parpaings.
des parterres en béton classique qui développent aussi au niveau national d'autres types de blocs, notamment, par exemple, là, il y a un projet de développement de blocs à partir de granulats de miscanthus, donc on pourrait voir aussi ces produits-là arriver en région. J'avance. Sur les potentiels pour répondre aux besoins de la métropole. Donc on a fait des calculs, on a projeté un petit peu les besoins de construction, logement, bureaux, et on a mis ça en parallèle avec le référentiel habitat durable qui impose du coup l'intégration plus massive de biosourcés dans les constructions neuves. Donc 18 kg de biosourcés par mètre carré SDP, objectif 2022, puis à partir de 2025, ça sera 24 kg de biosourcés mètre carré SDP. Donc ça ferait dans les années à venir, en hypothèse basse, enfin une hypothèse de base, on va dire les projections actuelles de construction sur la métropole de Lyon, ça fera environ un besoin de 15 000 tonnes de biosourcés par an à partir de 2024. Et du coup, sur les 7 prochaines années, un besoin de 115 000 tonnes de biosourcés. On a fait une hypothèse haute aussi pour être sûr que qu'on ne vise pas trop bas. Donc là, on a doublé, notamment là, sur la partie logement. Et puis, on a gardé les mêmes hypothèses à peu près pour le tertiaire. Et donc là, on arrive à un besoin de 24 000 tonnes de biosourcés par an, soit 191 000 tonnes sur les 7 prochaines années. Pour comparer ça avec la disponibilité en produits biosourcés, on a fait des évaluations, là, alors là, clairement des projections sur les disponibilités en produits biosourcés qui varient un peu selon les filières. Donc pour les bétons de bois, bétons de chanvre et pour la paille, on s'est plutôt basé sur ce qui était en développement et ce qui était possible par les entreprises implantées actuellement déjà localement, avec des projections en se disant, voilà, si dans quelques années ceci se développe, peut-être qu'il y aura un nouveau fabricant. Donc c'est vraiment on se base sur ce qui existe actuellement, puis on fait des petites projections, mais très sécuritaires. Et pour les isolants, par contre, manufacturés, on est parti de ce qui nous a été donné par les industriels, c'est-à-dire la capacité actuelle des usines à produire des isolants, et puis comment ça allait pouvoir évoluer avec le doublement des capacités notamment. Donc avec tout ça, on obtient du coup une production pour le moment totale de 53 000 potentiels, hein, possible. Ce n'est pas ce qui est produit actuellement, c'est ce qui pourrait être possible de produire avec les outils tels qu'ils sont dimensionnés actuellement. Donc c'est 53 000 tonnes de produits isolants biosourcés. Et puis on pourrait monter jusqu'à 66 000 tonnes en 2030 avec les développements. Donc sur les 7 prochaines années, ça ferait 510 000 tonnes. Donc on voit qu'avec cette hypothèse, les besoins de la métropole, ils représenteraient à terme entre 20 et 30 % de la disponibilité en produits biosourcés isolants régionaux. Donc globalement, c'est pertinent puisqu'on sait que la métropole de Lyon, en termes de construction neuve par rapport au reste de la région, c'est à peu près aussi ce même ordre de grandeur de 20 % du marché de la construction à l'échelle de la région. Donc attention, hein, tout ça, c'est sous réserve vraiment pour certaines filières citées, là, de développement de solutions techniques validées qui vont pouvoir répondre à la réglementation. On est vraiment sur une projection du potentiel des acteurs présents, mais sous réserve que les avis techniques sortent, les FDS sortent, etc. Donc si perspective globale, mais je vais aller très vite parce que je crois que j'ai un petit peu dépassé mon temps pour enlever la parole au suivant. L'ensemble des bâtiments de la métropole qui seraient construits d'ici 2030 selon le référentiel de habitat durable, ça consommerait environ 200 000 tonnes de matières premières biosourcées. Voilà, et ça consommerait moins de 3 % de la ressource disponible si on regarde tout confondu, puisque dans le premier webinaire, on avait regardé la disponibilité seulement sur le bois local, et on voyait là que sur le bois local, pour le coup, il y avait beaucoup plus de disponibilité que sur ces autres isolants. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir que peut-être sur ces produits isolants, on est un peu plus limité, mais ça reste pertinent par rapport à la demande de la métropole. L'étude, elle a globalement montré que les produits on était sur un territoire où ces produits biosourcés et géosourcés étaient globalement bien développés, avec des acteurs présents.
Et cependant, il reste des points qui peuvent constituer des freins vraiment à la mise en œuvre dans les projets, à la massification de leur utilisation dans les projets. Donc l'aptitude à l'usage, je crois que j'en ai largement parlé, le fait qu'il faut avoir les avis techniques qui conviennent par rapport aux bâtiments à construire dans la métropole. Le fait qu'il y a encore un important besoin de formation, de sensibilisation des acteurs sur justement où peut-on utiliser ces matériaux, comment peut-on les utiliser. Il y a des disponibilités qui sont disparates. On a vu là, par exemple, que sur les isolants biosourcés, il y a beaucoup de produits disponibles. Il y en a peut-être moins sur la paille et les bétons biosourcés. Donc, il faut vraiment privilégier la mixité des matériaux et non pas une filière au profit d'une autre. Et puis, il y a peut-être un point d'attention là-dessus, sur les isolants manufacturés, là, sur les tonnages qui étaient donnés disponibles. Attention, sur ces isolants-là, par exemple, le marché, il est plutôt national que régional. Donc, il peut y avoir là une demande aussi qui se fait dans d'autres régions. Et puis le coût reste encore un frein à la prescription, même si ça va plutôt dans le bon sens, c'est plutôt une tendance à diminuer globalement. Merci. Merci beaucoup Marion. Et donc on va passer la parole à Étienne Béduno d'Oikos pour faire ce focus sur l'isolation avec la paille. Alors on ne t'entend pas Étienne là pour le moment. Enfin, moi je ne t'entends pas. Moi je n'entends pas. Non, c'est confirmé par notre participant. Non, on ne t'entend pas. Trouve une solution rapidement, sinon peut-être on te fera intervenir juste après. Oui, on peut peut-être intervertir les présentations voilà, pour lever ce problème. Ouais. Alors, on va peut-être attendre juste une minute, voir si avec le casque ça fonctionne mieux. Alors, est-ce qu'on t'entend, Étienne? Eh bien non, toujours pas. Je vous propose qu'on passe à la présentation de Milestech de Bâti-Nature en attendant de régler le petit souci technique. Maëlle, est-ce que tu es là? Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Et maintenant, vous devriez me voir. Bienvenue. C'est ça. C'est dommage que Étienne n'ait pas pu passer parce que c'était complémentaire et ça s'appuyait entre autres sur ce qu'il allait nous raconter sur la construction paille. Donc moi, on m'a demandé d'intervenir concernant du retour d'expérience sur la construction bois-paille en général, en sachant que moi je suis donc président d'une SCOP qui s'appelle Bâti-Nature, qui construit en paille depuis 2006 dans la région Rhône-Alpes, en Drôme plus exactement. On est une vingtaine de salariés coopérants, et voilà, notre dada c'est de construire en paille, pour plein de raisons. Je suis aussi administrateur du réseau français de la construction paille depuis plus de 10 ans. Et à ce titre, je vois bien un peu tout ce qui se fait dans la construction paille depuis longtemps. Je ne sais pas trop qui c'est qui gère la présentation. Fais piquer le... Parce que moi, je n'ai pas la main pour changer les slides. C'est bon, pardon, je m'étais fait piquer la présentation. C'est bon, c'est revenu. Alors, des questions sur la construction paille et sur la massification. La construction paille, elle est extrêmement variée. Il faut comprendre que c'est un monde qui est issu de l'autoconstruction, donc avec des solutions qui ont été mises en œuvre dans les années 80 notamment, importées de l'extérieur, souvent des États-Unis, du Québec, pour mettre en œuvre la botte de paille dans des constructions, mais à titre de projets d'autoconstructeurs, de maisons individuelles. Ces gens ont trouvé la solution tellement pertinente qu'ils ont décidé d'en faire un métier, et dans les années 2006-2008, ils se sont associés
est mis en association sous le nom de Réseau français de la construction paille. Et ce réseau, de 2006 à 2011, a créé les règles professionnelles de la construction paille, donc le cadre normatif qui permet de rendre la construction paille en technique courante. On parle de technique courante autour du remplissage de la construction de l'ossature bois. Donc la botte de paille est un isolant acoustique ou thermique. Comme remplissage dans une ossature bois, elle est aussi support d'enduit. Et la norme règle professionnelle de la construction paille encadre cette mise en œuvre. Elle doit s'appuyer sur d'autres normes, type le DTU 31.2, concernant la structure. Donc, cette petite introduction pour dire qu'en construction paille, on peut aussi bien faire de l'autoconstruction que du bâtiment de grande ampleur. La raison pour laquelle je suis là, c'est pour vous montrer qu'on sait aussi faire du bâtiment important parce qu'on réfléchit à la massification. La RE 2020 est là, elle nous entraîne à construire plus en biosourcé. Marion l'a bien exprimé. Et la botte de paille a des choses à raconter dans ce monde-là. Étienne vous montrera à quel point la ressource est disponible et pertinente. Si on peut changer de slide. La préfabrication, ce n'est pas une technique qui vient de la construction paille, c'est bien une technique qui vient de l'ossature bois. Donc n'importe quel charpentier un peu câblé étant équipé d'atelier a des capacités de production de préfabrication en paille. C'est une logique qui permet de mieux maîtriser les fonctions, pas les fonctions, pardon, les process. On a dans notre métier de charpentier un moment en atelier qui est plutôt maîtrisé. On est à la maison, on a notre quincaillerie, on a nos outils, on est à l'abri du vent, de la pluie, de la neige, du soleil. Donc toute la partie atelier est plutôt maîtrisée, elle se rapproche plus de l'industrie. Et donc c'est une solution qui est très bien gérée. Dès qu'on sort de l'atelier, on rentre dans le monde du chantier et on sait que le monde du chantier, c'est là où on a les impondérables, où on a plus de difficultés. Donc de faire de la préfabrication en atelier, c'est logique. Ça permettra notamment de maîtriser bien mieux son process et de maîtriser bien mieux les aléas de chantier. La construction paille, de par la norme règle professionnelle de la construction paille, vous permet donc, à n'importe quel charpentier en tout cas, qui a envie de s'y mettre, d'avoir une garantie décennale et d'avoir une capacité de produire en matériaux biosourcés dans une ossature bois qui est son métier de base. Si on peut changer de slide. C'est la technique qui permet forcément de construire le plus de bâtiments. D'abord parce qu'on s'appuie d'abord sur le savoir-faire des charpentiers, et les charpentiers en France et en région Rhône-Alpes, on en a d'excellents. Donc ça, ils savent faire. La seule chose qu'il faut, c'est leur donner l'envie et les compétences d'intégrer la botte de paille à leur ouvrage. Ce qui n'est pas quelque chose de très difficile tant qu'on reste sur de la filière sèche. Si vous l'avez compris, la botte de paille elle a deux fonctions, de remplissage en isolant thermique ou acoustique, ou alors et en support d'enduit. Du moment qu'on met les mains dans un produit qui fait à la fois isolant et support d'enduit, on va se retrouver notamment avec des difficultés de compétences des acteurs pour mettre en œuvre des enduits directement sur la botte de paille, de présence de ces acteurs en nombre suffisant pour répondre à une massification de ce type de concept. Et on va avoir un autre problème sur la phase chantier qui est notamment le phasage, donc le risque aux intempéries, le risque qui a lieu sur chantier. On l'a vu il n'y a pas très longtemps avec une école à Montfermeil dans le 93, où typiquement le risque chantier il existe et il faut le prendre en compte. Le support d'enduit botte de paille est quelque chose de très intéressant. De mon point de vue aujourd'hui, il apporte énormément au bâtiment, mais il n'est pas encore adapté à la massification. Ça viendra, la filière s'y emploie. On est notamment en train de travailler avec l'ADEME pour caractériser notamment les enduits en préfabrication, pour caractériser d'autres systèmes d'enduits, en travaillant plus avec le plâtre, avec la chaux, avec la terre, en faisant monter en compétence des acteurs qui pourront intervenir sur vos chantiers. Aujourd'hui, la massification, ça reste la filière sèche, ça reste mis en œuvre par des charpentiers. C'est d'autant plus pertinent que ces charpentiers, ils ont 90% des compétences pour mettre en œuvre la botte de paille comme il faut.
Et au réseau, on a les compétences pour accompagner ces acteurs sur les 10% qui leur manquent, de façon à ce qu'ils ne se prennent pas les pieds dans le tapis et qu'on se retrouve avec des problèmes en phase chantier. Voilà, donc on peut faire des grands bâtiments, on est sur du DTU 31.2, 31.4, donc c'est de l'ossature bois, mais c'est aussi de la façade rapportée sur des structures existantes. D'ailleurs, je vais vous montrer deux projets, un projet en structure bois et un projet en ossature rapportée. Je vais essayer de vous faire un petit bilan des différents avantages et contraintes. Forte performance thermique, on est un isolant paille. L'isolant paille a un R de 7,5. Les parois que moi je produis en filière sèche ont des R de 8,6, tout compris. Donc voilà, quelque chose de très pertinent, très efficace, qui fonctionne très bien sur du passif et qui est largement au niveau de la RE20. Le prix des matériaux est intéressant. Une botte de paille coûte à peu près rien. C'est aujourd'hui au mieux un coproduit du monde agricole, au pire un déchet. Voilà, très simple. Faible impact écologique, c'est le champion du monde de toute catégorie vis-à-vis de l'impact écologique, puisqu'on fait du stockage carbone avec de la botte de paille. Elle est extrêmement neutre du point de vue de l'impact environnemental. Donc voilà, il faut vraiment s'en servir et l'utiliser le plus possible. C'est un très bon déphasage, donc on répond au confort d'été. Un mur en paille a entre 15 et 20 heures de déphasage, en sachant qu'il faut une 12-13 heures à peu près pour répondre aux demandes du confort d'été en France. Donc voilà, très très efficace aussi à ce niveau-là. Finition intérieure-extérieure classique, on travaille sur de l'ossature bois avec des panneaux, donc effectivement on finit avec un placo à l'intérieur, une finition extérieure relativement classique, comme on peut trouver sur les ossatures bois habituelles. Une bonne gestion des ponts thermiques, c'est de l'ossature bois. L'ossature bois est réputée pour gérer ça, donc forcément on le retrouve aussi dans la construction paille. Les temps de chantier sont réduits, c'est un des gros avantages de l'ossature bois. Donc dès qu'on préfabrique en atelier et qu'on met en œuvre la botte de paille à l'atelier, on se retrouve aussi avec les avantages de l'ossature bois, de réduire les temps de chantier, puisqu'on arrive à travailler pendant que le maçon fait les fondations et fait toute la partie maçonnée. Nous, on va travailler en atelier, du coup, on arrive à doubler à diminuer par deux certains moments du planning. Donc, technique accessible au chantier conventionnel, j'en ai parlé. Il y a un très gros travail de préparation d'études qui est lié à l'ossature bois, hein, c'est pas lié à la construction paille, et qui permet une très bonne maîtrise du projet avant le chantier. Moi, je vois que le fait de faire des maquettes 3D, de s'approcher du BIM, en gros, la plupart des problèmes sont levés pendant la phase d'études plutôt que dans la phase chantier. Et on sait très bien que c'est plus simple de déplacer un trait sur un plan qu'un mur sur un chantier. Enfin, vous essayerez, vous verrez. Les contraintes. Si on veut faire des finitions enduit, c'est plus contraignant. J'en ai déjà un peu parlé. Aujourd'hui, on n'a soit pas les compétences, soit pas comment dire, les entreprises pour le faire, soit ça coûte extrêmement cher. Ça amène en plus des complexités sur chantier. Protection des ouvrages à la pluie, protection des ouvrages au feu, phasage de chantier plus long, etc. Des temps de séchage d'enduit qui sont très compliqués à gérer sur des grands volumes. L'épaisseur des parois est importante. C'est un des défauts de la construction paille, mais dès qu'on veut faire de la performance, on n'a pas vraiment le choix. La gestion des intempéries en phase chantier, on a beau être en caisson préfabriquée, on a les mêmes problèmes, à part que sur les matériaux biosourcés, quand ça prend trop l'eau, ça pourrit. Et autant quand on construit en laine de verre, en laine de roche, on ne s'occupe pas trop de si c'est mouillé ou pas, c'est pas très grave. Autant quand, c'est pas très grave, c'est dommage, mais ça sera peu vérifié. Autant avec de la construction paille, il faut vraiment gérer cette phase-là, et c'est tout l'objet des règles professionnelles de la construction paille, c'est de gérer l'humidité de la botte de paille sur la phase atelier, mais aussi sur la phase chantier. Ça demande une logistique importante. Dès qu'on est en préfabrication, on trimballe des modules qui font plusieurs mètres. Et du coup, il faut des grues, il faut des camions, etc. Par contre, c'est la réponse à la massification pour lever de très grands ouvrages. Si on peut changer de slide.
Donc, un immeuble iconique hein, qui a été réalisé, alors je crois que c'est 2009 ou 2010, peut-être que je l'ai sur le slide d'après. La résidence Jules Ferry, qui est portée par le maître d'ouvrage, c'est les Toits Vosgiens, qui est un bailleur social. R+7, donc un petit bâtiment moyenne hauteur. Structure CLT, donc c'est un panneau massif en bois et sur lequel est rapportée une isolation en botte de paille. Le bâtiment est passif. Si on voit la slide de derrière, j'ai mis quelques informations. Voilà, c'est donc 26 logements. On a un prix qui est à 1576 hors taxe le mètre carré de Chaune. Bon, alors c'est des prix donnés par l'architecte. On estime qu'on a économisé 1100 tonnes équivalent CO2 et que ça aurait fait plus 600 si on avait utilisé des solutions classiques. On est à une consommation de 25 kWh énergie primaire mètre carré par an sur un label passif. Et le bâtiment qui est en usage depuis plusieurs années maintenant, le retour c'est 100 € de charge thermique par an pour les habitants. Donc chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, entretien. Et c'est du bailleur social, donc c'est vraiment avec des loyers plafonnés et une rentabilité attendue, quoi. On peut passer au suivant. Alors, le suivant, il est plus près de chez vous, il est à Vaux-en-Velin. C'est un R+4, quelque chose que j'ai réalisé avec Bâtinature et l'agence d'architectes Archetype Studio en 2014, si je ne me trompe pas. Donc 16 logements à destination de personnes vieillissantes. L'histoire est assez intéressante. Ce sont des gens à l'approche de la retraite ou à la retraite qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas finir tout seuls dans leur maison individuelle. Ils ont monté une coopérative d'habitants qu'ils ont appelée Chamarel-les-Barges. Et ils ont décidé de monter en compétences. Donc ils sont allés se former chez Oikos pour savoir de quoi on parlait quand on parlait de matériaux biosourcés, de quoi on parlait quand on parlait de construction écologique. Et à partir de là, ils ont sélectionné architectes, équipe de maîtrise d'œuvre, entreprise. Et donc nous, on leur a proposé un bâtiment avec de la botte de paille enduite à l'intérieur, avec une base ossature bois et un noyau béton pour les tenues structurelles et les réponses à la fois économiques, mais à la fois feu et acoustique. Et donc c'est un projet qui à la fois socialement est extrêmement réussi. La coopérative a réussi à emprunter, je crois que c'est 2 millions sur 50 ans, alors que la moyenne d'âge des coopérants, c'est 74 ans. C'est intéressant comme concept. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une liste d'attente d'une trentaine de personnes. Bon, quand on sort de ce bâtiment, on sort les pieds devant, donc le renouvellement se fait petit à petit. Mais j'y vais régulièrement et je rencontre toujours des gens heureux d'être dans ce bâtiment. Si on peut voir le slide d'après, je vais avoir 2-3 infos en plus. Voilà, donc on est un peu plus cher, c'est du privatif, hein, l'idée c'est pour des gens qui y habitent et qui ne sont pas en location. Enfin, c'est plus compliqué que ça. L'enduit est issu du site, c'est-à-dire qu'on a creusé les fondations, on a récupéré la terre des fondations et on a dit qu'on l'a caractérisé, comme c'est marqué dans les règles professionnelles de la construction en paille. On l'a caractérisé, on l'a mis sur les murs pour faire la finition intérieure. On est sur 45 kWh énergie primaire mètre carré par an. On n'est pas passif. Alors c'est une raison assez simple, c'est qu'il fallait arriver à choisir soit le passif et une très grande compacité du bâtiment, soit d'ouvrir le bâtiment en deux. Et si vous vous rappelez la forme qu'il a sur la photo de présentation de ce bâtiment, il est vraiment éclaté en deux avec une cage d'escalier en plein milieu. Qui permettait pour chaque appartement d'avoir une double exposition. Et donc le choix de la maîtrise d'ouvrage, c'est vraiment été de dire bon, double exposition, c'est ça qui fait partie du confort, et tant pis pour le passif. La botte de paille a été mise en œuvre sur site, parce que support d'enduit.
Et on a une ossature minimaliste qui est sur le DTU 31.4, alors qui n'existait pas à l'époque, mais qui aujourd'hui serait DTU 31.4, de façade ossature bois rapportée sur une structure existante. Voilà à peu près. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais si vous avez des questions, avec plaisir. Merci beaucoup pour cette intervention. On va refaire un test avec Étienne pour voir si on t'entend. Que vous m'entendez? Ah, c'est parfait. Bon, comme quoi redémarrer l'ordinateur, ça marche à tous les coups. C'est parfait. Et donc, on prendra les questions-réponses tout à la fin. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur le chat. Et au niveau des intervenants, n'hésitez pas à répondre aussi au niveau du chat. Voilà, donc on te laisse la parole, Étienne. Merci Claire. Et merci à tous et désolé pour ce petit couac de démarrage. C'est pas ce qui s'est passé. C'est les mystères de l'informatique. Donc, si on peut passer à la slide suivante. Donc, les informations que je vais vous présenter sont issues, donc, comme ça a été déjà évoqué, d'une étude menée par OICOS avec l'appui de l'Adréal et de la métropole de Lyon, du RFCP. Et je remercie tous ceux qui ont participé aussi aux différents COPIL pour leurs apports dans ce travail, ainsi que tous ceux que j'ai sollicités dans le cadre des enquêtes qu'on a menées dans la région auprès des différents acteurs de la construction bois à paille, que ce soit des acteurs de la mise en œuvre, de la conception, des maîtres d'ouvrage. Voilà, donc on a essayé de faire un petit travail un peu exhaustif pour faire un état de l'art, de la ressource et des acteurs, pour identifier les freins et leviers, et puis éventuellement proposer des actions opérationnelles pour le développement de la filière dans la région. Il est prévu la diffusion d'un rendu sous forme d'un rapport et d'une note de synthèse, ce qui devrait arriver en septembre. Donc, on vous fera passer tout ça. Et donc, si on passe à la slide suivante, on va rentrer dans le vif du sujet par un petit état de l'art. Donc, bon, comme l'a déjà dit Maël, on va passer rapidement là-dessus et je vais essayer de rattraper le temps perdu. On peut faire un peu tout type de bâtiment avec une isolation en paille. On va passer du coup. Et différentes techniques constructives sont possibles. Aujourd'hui, les règles pro encadrent l'utilisation de la paille en isolation et support d'enduit dans une ossature bois, qui elle-même est encadrée par le DTU 31.2. On a un ATEX pour l'insufflation de paille hachée, qui permet aussi d'utiliser la paille sous une autre forme que la botte, donc dans des caissons. Et des règles pro qui sont en cours d'écriture pour la paille porteuse et pour l'isolation thermique par l'extérieur. À ce propos, je me permets de faire le relais de l'appel de Coralie Garcia, qui est chef de projet R&D au RFCP, qui réalise un recensement des ITE paille de partout et qui coordonne les futures règles pro ITE. Donc, si vous voulez, je profiterai d'un instant un peu plus tard pour transmettre ses coordonnées dans le chat. Et si vous avez des projets à lui soumettre, elle sera ravie, je pense, de prendre contact avec vous. Et donc, pour finir sur ce slide, on a aussi une étude en cours du RFCP pour intégrer la paille de riz dans les règles professionnelles de la construction en paille, avec un intérêt fort, particulièrement en région PACA, où il y a de la production et la paille de riz n'est pas utilisable en litière, n'est pas trop valorisée aujourd'hui. Donc voilà, une ressource potentielle disponible. Si on peut passer au slide suivant. Donc sur les performances de la paille, c'est pareil, mais elle en a déjà bien parlé. Bon, on est sur un matériau qui stocke du CO2 avec un R supérieur à 7 pour 37 cm d'épaisseur d'isolant, un excellent déphasage thermique, un affaiblissement acoustique aussi important. Donc là, c'est dans le cadre avec des enduits des deux faces, mais et un classement de réaction au feu BS1D0, c'est-à-dire un matériau qui est faiblement combustible, qui dégage peu de fumée et qui n'engendre pas de gouttes ou de débris enflammés lors de sa combustion. Pour tous les essais, entre guillemets, qui sont réalisés, vous pouvez retrouver les rapports d'essais qui sont disponibles sur le site du RFCP, consultables, téléchargeables. C'est une bonne ressource, ce site. Donc, je ne vais pas m'apesanter plus sur les performances. C'est pareil, je ne vais pas redire trop ce qui a été dit. Si on peut passer au slide suivant, Marion. Sur la disponibilité de la ressource, pardon. Donc, on a à l'échelle du territoire français une ressource qui est globalement très disponible, puisqu'on produit, ou plutôt on exporte du champ 11,8 millions de tonnes de paille tous les ans. On est sur des sources France Agrimaire et RFCP sur la moyenne 2018-2020. Sur ces 11,8 millions de tonnes de paille exportées, on a environ en moyenne 1,5 million de tonnes d'excédents.
mais qui sont répartis de façon très disparate au niveau régional. Alors, c'est lié au climat, mais surtout à la topographie et au ratio culture-élevage, hein, puisque on a des grands bassins de culture céréalière et des grands bassins d'élevage qui sont plutôt dans les régions montagneuses, alors que les premières sont en plaine. Et plus l'un est éloigné de l'autre, plus les échanges, entre guillemets, entre céréaliers et éleveurs sont compliqués ou chers. Et donc, la paille est plutôt disponible dans certaines régions, beaucoup moins dans d'autres. Et donc, on voit que en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a quand même un territoire qui est fortement montagneux, que ce soit les Alpes ou le Massif central. Et donc, il y a des grandes régions d'élevage avec des élevages qui sont plutôt peu intensifs et donc beaucoup d'utilisation de litières, beaucoup de polyculture élevage aussi. Et donc, deux plaines de production qui sont la plaine de la Limagne et la plaine de la Saône et du Rhône, dans lequel on retrouve des productions un peu plus conséquentes de paille. Et donc, on voit aussi que les excédents de paille, on a aussi des taux de valorisation agronomique au sol qui sont très variables selon les régions. Et typiquement, plus on a une région qui est en déficit, moins la valorisation agronomique est importante, ce qui se comprend. Et donc, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on importe à peu près 460 000 tonnes de paille par an pour les besoins d'élevage. Slide suivant, on va voir un petit peu les usages. La paille, elle est principalement utilisée comme solution pour les litières pour les animaux en élevage. Il y a des alternatives qui existent, pour certaines depuis longtemps, mais on a le miscanthus, la paille de colza, des litières compostées malaxées ou de la sciure de bois qui peuvent venir en complément ou en substitution à la paille. Sur le petit slide que je vous ai remis, sur la paille, il y a à peu près 55% de la biomasse qui n'est pas récoltable, c'est les chaumes et le système racinaire. 18% en moyenne qui est un retour au sol, mais en fait ça varie entre quelques pourcents, voire 10%, et parfois il y a près de 60% qui retournent broyés au sol parce que soit trop compliqué de l'exporter, trop cher, ou parce que les sols en ont besoin aussi, ça c'est à prendre en compte. Et donc 27% de la biomasse qui est exportée. Et on voit que pour les besoins de la construction paille, en 2022, on était sur 5-6 000 tonnes de paille consommée pour les besoins de la construction. Si demain, on veut isoler 10% des constructions neuves en France, on parle de 200 000 tonnes de paille. À l'échelle de Auvergne-Rhône-Alpes, du coup, on parle de 30 000 tonnes de paille par an, ce qui, au regard des 460 000 tonnes qui sont déjà importées, est finalement assez peu. Ensuite, on n'a pas fait de projection. On se doute bien que si on passe à 100% des constructions neuves, c'est 2 millions de tonnes par an. Et donc là, il en manque. Mais en fait, l'objectif de la construction paille, c'est bien d'être en complément de toutes les autres filières biosourcées dans la construction. Et donc, si on peut passer au slide suivant. Et donc, on est sur les tendances qui sont ressorties de notre étude, des enquêtes. C'est qu'il y a quand même une forte appétence des professionnels ou en tout cas des professionnels qui veulent massifier l'utilisation de la paille pour les bottes à façon, qui permettent, par la réduction d'épaisseur, par l'adaptation de la largeur aux dimensions usuelles de l'ossature bois, de la construction d'ossature bois. Ça permet de réduire les coûts de production sur les ossatures, de limiter également l'emprise au sol des murs, puisque certains retours d'enquête ont fait part, l'emprise au sol, c'est un coût foncier associé qui est au final important. Donc, ça permet d'avoir, on va dire, de moindres coûts sur le foncier. Ça peut aussi limiter les risques de concurrence d'usage, puisque c'était un des points qu'on voulait lever au travers de cette étude, c'est est-ce qu'il y a un conflit d'usage sur la paille ou pas. On voit que localement, il peut y en avoir. En fait, si on passe sur de la botte à façon, elles seront principalement produites dans des bassins de production et ensuite exportées pour les différents besoins. Donc, ça limite ce risque de concurrence d'usage avec les éleveurs. Et puis, il y a toute une plus-value, puisque là, la botte à façon, on parle bien d'un matériau de construction, et donc une caractérisation forte du matériau en termes d'hygrométrie, en termes de dimension, de densité, mais aussi un service sur le stockage, puisque la paille, ça reste un matériau issu du monde agricole et donc saisonnier.
sur le contrôle qualité, sur le conditionnement, la livraison, enfin bref, une plus-value sur les services vraiment, plus que sur le matériau en soi, et ce qui est quand même très important dans la construction. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a évalué, enfin le RFCP a évalué un petit peu l'impact carbone du transport de la paille dans une paroi paille. Et on a quand même un stock carbone dans le matériau qui est suffisamment important pour pouvoir envisager des distances de transport assez longs, sans avoir un impact trop négatif sur le stockage carbone. Et sachant que, comme on l'a vu un petit peu sur la carte précédemment, les grands bassins de production, on a entre autres le centre Val-de-Loire, le Grand Est et les Hauts-de-France. Ça reste aussi des zones qui sont tout à fait accessibles en transport fluvial. Et donc, ça peut être des voies d'acheminement avec des transports plus verts qui pourraient être mobilisés si on voulait vraiment être vertueux. Il va de soi que de la ressource bio locale en paille, c'est l'idéal. Mais on voit que pour Rhône-Alpes, ce n'est pas forcément la configuration qui va être adaptée ou qui sera adaptée peut-être à des projets petite échelle d'autoconstruction ou d'autoconstruction accompagnée par un professionnel. On peut passer au slide suivant, s'il te plaît, Marion. Alors, les atouts qui ont été identifiés en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est déjà que c'est une région qui, historiquement, est très motrice dans la construction paille. C'est la première région en nombre d'adhérents au RFCP, le Réseau français de la construction en paille. C'est 730 professionnels du territoire formés à la ProPaille entre 2011 et 2022. C'est 5 centres de formation qui dispensent la formation ProPaille, plus des formations qui sont intégrées à des cursus longs. Je pense à des cursus d'école d'archi qui intègrent déjà la ProPaille dans leur formation. Et c'est une offre de formation qui peut aller aussi au-delà de la formation ProPaille, avec une proposition, entre autres, faite par OICOS, d'accompagner les maîtres d'ouvrage à intégrer les biosourcés et géosourcés dans leur marché. À ce propos, il y a une session qui est prévue 5 et 6 juin. Si vous êtes intéressé, voilà, ça peut répondre à des besoins. Et puis, il y a une possibilité aussi d'accompagnement à la fois des métiers de la conception et des métiers de la construction, puisque au-delà de la ProPaille, on parle bien d'une formation de 5 jours, ça ne donne pas toutes les clés pour construire en paille. Et donc, il y a des spécialisations par module qui peuvent être envisagées et des accompagnements d'entreprise sur toutes les questions de sourcing de la paille, d'adaptation des ossatures, ou sur vraiment la pratique en atelier du remplissage de caissons, ou tout ce qui est aussi préconisation pour la mise en place sur chantier, pour la protection des ouvrages et pour la mise en place de procédures en cas d'intempérie pour contrôler s'il y a des dégâts ou non et réparer s'il y a des dégâts. En région Auvergne-Rhône-Alpes, on a également de fortes capacités pour la construction bois, et ça c'est important, on l'a vu lors du dernier webinaire, puisque il faut quand même une ossature pour tenir les bottes de paille entre elles, donc c'est plutôt bien d'avoir de la ressource. Et on a la présence de nombreuses entreprises de charpente qui pourraient facilement envisager d'intégrer la paille dans leur projet. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant sur d'autres atouts de la région, puisqu'on a donc une ressource en paille qui certes est limitée, mais avec des possibilités d'approvisionnement par les régions voisines. Du développement de bottes à façon dans des régions de production, je pense pour l'instant au centre Val-de-Loire et dans l'ouest aussi en Vendée, mais certainement d'autres régions à venir. Et puis on est sur une ressource qui est complémentaire de d'autres produits biosourcés, la laine de bois, le chanvre, on en a parlé, mais il y a aussi les balles de céréales qui peuvent être utilisées en insufflation dans des caissons, la canne de maïs ou de tournesol qui fait l'objet de recherche. Et on a en Auvergne-Rhône-Alpes vraiment une capacité à produire plus de projets qu'il n'en est actuellement, puisqu'on a de nombreux professionnels formés, des capacités industrielles qui sont déjà en place. Je pense à la manufacture bois paille, Activehome, à Construction Bois Alternative ou à Bâti-Nature, bien sûr. Et puis, donc, comme je le disais, d'autres industriels de la charpente qui pourraient envisager une conversion. Et on a une bonne capacité à accompagner la montée en compétences de tous les acteurs de la construction. Donc, on est vraiment sur un besoin important aujourd'hui, simplement de transformer l'essai, c'est-à-dire on a constaté qu'on a plein d'atouts sur le territoire
pour avancer plus vite sur la construction paille. Maintenant, ce qu'il faut, c'est des marchés pour faire avancer tout ça, pour capitaliser du retour d'expérience complémentaire, pour massifier et puis pour faire vivre les entreprises du territoire qui sont impliquées fortement depuis des années déjà. Slide suivant, s'il te plaît. Au niveau des freins et des besoins identifiés, comme le disait Maël, on a un niveau de performance qui est vraiment très important avec la paille et qui, au final, est presque un frein puisque c'est difficile de vendre sur certains projets puisque le R supérieur à 7 et le déphasage à plus de 12 heures est malheureusement rarement recherché comme une priorité dans les projets. On a les surcoûts, j'en ai parlé, liés à l'emprise un peu plus importante qui peut, pour certains, freiner un petit peu. Et puis, on a toujours un peu des idées reçues. Et dans les besoins, on a identifié aussi, de la part des maîtres d'ouvrage, un besoin d'accompagnement, de sensibilisation pour vraiment faire connaître les atouts de la construction paille, les différents acteurs qui peuvent répondre à ces maîtres d'ouvrage concrètement. Et pour les acteurs, besoin de monter en compétences dans les métiers de la conception, c'est-à-dire aller au-delà de la pro-paille, aller voir vraiment dans la finesse les détails d'exécution. Et donc, c'est les modules dont je parlais, hein, qui sont développés par le RFCP, qui peuvent être proposés par Wikos, des modules complémentaires par métier pour la conception, mais aussi pour les bureaux d'études et pour d'autres métiers. Et puis, pour les entreprises, vraiment plutôt de la formation, alors c'est plutôt un accompagnement qu'une formation, c'est vraiment aller in situ, voir les entrepreneurs, voir avec eux les questions de sourcing et toutes les étapes, on va dire, d'un chantier paille pour l'encadrer correctement et partir du bon pied dès les premiers projets réalisés. Voilà, je crois que j'arrive à la fin de ma présentation. Je ne sais pas si je n'ai pas parlé un peu vite pour gagner un petit peu de temps sur l'horaire. On peut avoir le slide suivant, je crois que c'est le dernier. Voilà, pour conclure, l'idée, c'est vraiment aussi de marquer le pas vraiment sur l'importance de la complémentarité des filières, donc au sein de la filière paille, avec différents systèmes constructifs, mais aussi au sein des autres isolants biosourcés avec l'émergence et la construction d'autres filières. Et puis vraiment, et vachement en lien avec cette série de webinaires, une complémentarité des matériaux qui est hyper intéressante, hein, avec le bois en structure, un isolant végétal, donc je sais pas, là j'ai mis la paille, mais ça peut être d'autres isolants végétaux, et les géosourcés pour apporter de l'inertie, de la régulation hygrométrique. Et là, on a vraiment un combo gagnant pour avoir des bâtiments qui soient vraiment efficaces, sains et résilients, et donc qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui, en fait, auxquels on fait face, que ce soit au niveau énergétique ou climatique. Voilà, je vous remercie tous pour votre attention et je passe la parole pour le temps de questions-réponses, je crois, du coup. On va directement enchaîner avec le retour d'expérience de Marc Campesi. Très bien. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Étienne, pour cette intervention très complète. Donc, écoutez, je commence, si j'ai bien compris. Bonjour. Voilà, bonjour. Alors, moi, je vais vous parler d'un autre sujet. Je travaille principalement dans le secteur de la réhabilitation et de bâtiments tertiaires. Bon, on fait un peu de résidentiel également. On intervient en tant que maître d'œuvre sur des opérations de taille moyenne, je dirais de 1000 à 5000 mètres carrés. Voilà. Avant de commencer mon intervention, je voulais rappeler que donc le local, le biosourcé, c'est formidable. Moi, je suis un adepte à 100%, mais pas les yeux fermés. Voilà, donc ça, c'était important de le préciser. Alors, je vais peut-être faire un tout petit préalable en 1 minute pour vous rappeler les 5 éléments ou les 6 éléments qui guident nos choix stratégiques en matière d'isolant et en matière de solutions pour réhabiliter et pour isoler, pour rendre nos bâtiments performants et agréables. Alors, le premier des éléments dans nos critères de choix, c'est le confort et la santé des habitants. C'est un peu l'objectif principal des bâtiments que l'on construit, que l'on réhabilite. Ils accueillent des résidents et ces résidents doivent rester et demeurer en bonne santé dans un confort le plus agréable possible. Ensuite, un item évident, c'est la consommation d'énergie, la performance énergétique, l'approche bas carbone.
Sans oublier le cycle de l'eau. Dans le cycle de l'eau, pas seulement dans l'usage des bâtiments, mais aussi dans le traitement de la matière première, hein, de la ressource. On va également s'intéresser à l'impact de la pollution qui pourrait être générée par la production de certaines ressources, et puis de leur contribution à la biodiversité. Enfin, il faut que nos projets aient du sens, donc qu'ils soient contributifs au bien-être des usagers, mais pas que, également à l'intérêt des gens qui mettent en œuvre ces produits. Voilà. Donc, je fais ce petit focus. Pourquoi? Je vais donner un exemple. Je suis utilisateur de bois, de produits biosourcés. Je suis un petit peu vigilant sur certaines essences. Je prends l'exemple des résineux qui sont beaucoup utilisés dans notre région, qui constituent une ressource importante qu'il faut continuer à utiliser, bien entendu, mais comme chacun le sait, ou pas forcément d'ailleurs, les résineux, la surexploitation des résineux contribue à la stérilisation des sols. Donc là, on a un impact positif pour le stockage du carbone dans la construction et on a un impact qui est peut-être moins intéressant en termes de biodiversité. Voilà, donc chaque fois, on va questionner les produits qu'on va utiliser pour essayer de faire les choix les plus efficients possibles. Voilà, si vous pouviez passer la slide suivante, ça serait très agréable. Donc là, je vais vous présenter un projet de rénovation qui est à Lyon, qui est avenue Leclerc, donc en phase de confluence. Il s'agissait d'un ancien un immeuble de bureau qu'on a reconverti en école, avec toujours cette approche holistique, globale, où on va essayer d'intégrer un maximum de paramètres dans nos choix. Je vous laisse tourner. Voilà, donc le bâtiment en 2021 et son état final en 2022, il vient juste d'être livré pour la rentrée de septembre 2022. Donc il déploie environ un peu plus de 3000 m² et accueille aujourd'hui 700 élèves. Je vous laisse passer. Voilà. Donc, alors nous, on intervient dans le secteur de la réhabilitation. On ne se contente pas d'améliorer la performance des bâtiments. On va essayer d'utiliser toutes les surfaces disponibles, de densifier la ville plutôt que de contribuer à l'étalement urbain et avec les conséquences que l'on connaît. On va, dans ce projet, l'ambition était d'aller évidemment coloniser les toitures, mais pas que, hein, toutes les toitures terrasses aussi intermédiaires, et d'aller habiter les niveaux -1. Chaque fois que je marque une petite pause de silence, si vous voulez bien tourner la slide, ça serait agréable. Merci. Voilà, donc l'état d'origine. Alors je vais faire un focus principalement sur la toiture. L'état d'origine, donc on a, comme dans toute la ville, des kilomètres carrés de toitures terrasses. Alors ces toitures terrasses, elles ne sont pas porteuses, donc on doit venir s'appuyer sur les superstructures du bâtiment. Donc sur la terrasse de Villa Verde, nous sommes venus construire un étage complémentaire qui accueille différentes fonctions du bâtiment, et nous avons également végétalisé les terrasses. Alors pour ce faire, on a privilégié les matériaux biosourcés, évidemment le réemploi des produits qui étaient disponibles sur site. On a utilisé environ une 50aine de mètres cubes de bois pour la surélévation, pour fabriquer toutes les menuiseries, remplacer toutes les menuiseries extérieures, mais également les verrières. Pour les isolants, on a opté majoritairement pour un isolant à base de chanvre et lin. Donc, comme je disais précédemment, qui n'est pas forcément local, mais c'est une filière qu'on souhaite encourager parce que le potentiel de développement régional existe aussi. Et je pense qu'il est tout aussi important de promouvoir des produits pour toutes leurs vertus, que je développerai un peu plus tard. Alors, ce bâtiment, il est traité majoritairement en biosourcé. Il atteint des performances assez intéressantes puisqu'on a moins de 56 kWh. On a une centrale photovoltaïque en autoconsommation et des capteurs qui, nous le verrons tout à l'heure, nous apportent des données intéressantes sur le confort du bâti, une ventilation double flux et une PAC, pour information, fabriquée dans la région lyonnaise, sans gaz à effet de serre et qui stocke de l'énergie. Voilà, donc enchaînons.
bon, sur les matériaux biosourcés, je crois que je ne vais pas revenir. On va passer sur cette slide parce qu'elle est parfaitement identifiable de tout le monde. La suivante est un peu plus intéressante. Dans nos critères de choix sur les biosourcés, on va s'intéresser au cycle de vie du produit. On ne va pas se contenter de la capacité de stocker du carbone, des capacités en termes de confort d'été. On va aller à questionner les producteurs sur la façon dont ils produisent la matière première. Donc, en termes d'agriculture, on va poser des questions autour de la consommation d'eau, autour des vertus en termes de régénération des sols, notamment pour le chanvre. C'est une plante qui nous intéresse parce que ses racines sont profondes et elles contribuent à la remontée des sels minéraux. Elles enrichissent les sols et elles ont une capacité aussi qui est intéressante à dépolluer les sols. C'est ce qu'on appelle la phytoextraction, en particulier pour les métaux. Et puis surtout, elles ne nuisent pas à la biodiversité. Donc ça, c'est un critère de choix important. Alors le chanvre que nous utilisons, il vient de l'ouest de la France, de Vendée. Il est produit en périphérie des usines, donc dans un rayon de moins de 100 km. Et puis ce qui est intéressant dans cette plante, en l'occurrence, c'est que tout est utilisé. On utilise la fibre, on utilise les graines, évidemment, on utilise les poussières pour fabriquer des bioplastiques. Donc, on est vraiment sur une plante qui on va sortir de l'impact direct sur le bâtiment. Si on veut raisonner plus globalement et protéger l'ensemble de nos écosystèmes, on ne peut pas se contenter de l'usage final. Bon, effectivement, il y a l'impact du transport. C'est une vraie réflexion. Mais on ne va pas se bloquer là-dessus. Aujourd'hui, les biosourcés, 90%, si on inverse les chiffres, ou 78% des chantiers sont faits sans biosourcés. Donc, encourageons la filière et encourageons les producteurs de chanvre à développer des usines dans la région. Donc, pour ce faire, il faut consommer du chanvre. Voilà. Aussi, ce qui est intéressant, en tout cas dans le produit chanvre, c'est que on va s'intéresser bien sûr à l'utilisateur final, mais pas que. On va s'intéresser aux ouvriers du chantier, aux gens qui manipulent la matière. Et c'est beaucoup plus confortable à manipuler qu'une laine de verre. Ça, je ne fais pas le détail de l'usage des laines de verre. Et puis surtout, ils ont aussi la possibilité de faire la sieste confortablement pendant les pauses déjeuner dans le champ, ce qui est moins facile dans les laines minérales. Il n'y a pas d'émission de COV, donc le chanvre aussi contribue à une qualité de l'air intéressante. Donc là, on va s'intéresser un peu à la santé des usagers. Et puis, il contribue très, très largement au confort d'été et à l'hygrométrie dans les bâtiments. On le verra tout à l'heure, on monitore beaucoup nos bâtiments et on a des retours assez intéressants là-dessus. Et puis, en fin de vie, il est recyclable. Donc, on a un produit qui est très vertueux dans tout son cycle de vie. Voilà, ça, c'est la manière dont on choisit, dont on questionne l'ensemble des produits qu'on va installer sur nos projets. Je vous remercie de passer la slide suivante. Voilà, donc tout le monde connaît le chanvre. Hein, donc là, on est sur la toiture du bâtiment Vela Verde. Alors, c'est très intéressant. Alors, on est forcément en ossature bois. Donc, on est sur un système léger, donc il ne vient pas surcharger le bâtiment. On est sur un système sec. Et on va en même temps apporter du confort à l'ensemble des usagers. Merci de continuer. Voilà. Alors, on parle beaucoup effectivement d'isolation. Nous, on parle aussi d'isolation et de correction acoustique. Là, on est sur un autre produit. On est sur des produits d'isolation acoustique, qui ne contribuent pas à l'isolation acoustique, mais à la qualité acoustique des pièces. Et là, nous sommes sur des produits à base de fibres de bois, donc des produits français, qui également vont s'inscrire dans la démarche globale du projet. Merci. La fibre de bois, pour nous, elle est présente aussi dans les bardages. Donc là, c'est une société de la région lyonnaise. Donc ce sont des produits qui sont composés à 90% de fibres de bois et de bois, notamment, et également de fibres recyclées. Continuons, s'il vous plaît. Merci. Donc voilà, on voit un petit peu le détail du chantier. Donc on est en surélévation, on vient en superstructure avec des gros porteurs. Alors évidemment, le bois,
est parfaitement adapté aux surélévations. Continuons. Alors pour l'anecdote aussi, on est dans une école, donc c'est plus un côté, un aspect pédagogique. Quelques luminaires ont été commandés, une structure qui reconditionne des anciennes menuiseries en chêne qui finissaient souvent détruites ou brûlées. Donc, on a utilisé des luminaires qui étaient reconstruits à partir d'anciennes fenêtres. Voilà. C'était plus pour l'anecdote, mais plus pour sensibiliser les jeunes qui sont présents dans cette école au potentiel de réutilisation des déchets produits par les bâtiments en fin de vie. Merci. Voilà, les peintures, on passe dessus. Donc, le biosourcé, ce n'est pas le sujet. Voilà. Et puis ensuite, pour être sûr que nos bâtiments soient agréables à vivre, soient sains, il faut mesurer, il faut s'assurer de la satisfaction des habitants. Donc la satisfaction des habitants, on a le retour très régulier aujourd'hui, il est présent et les isolants biosourcés y contribuent largement puisqu'ils vont nous permettre, ça a déjà été dit dans les précédents ateliers, d'améliorer le déphasage thermique, mais également l'isolation acoustique par rapport à l'extérieur et surtout de réguler naturellement l'hygrométrie. Et parfois, peut-être même un peu trop, plus qu'on ne l'espérait. Donc, je vous demanderai de continuer. Merci. Voilà, on va avoir un ensemble de courbes. Alors, je vais vous les décrire rapidement parce que vous n'avez pas tout à fait l'échelle des choses. Alors, c'est sur un autre bâtiment, rénové également en biosourcé, qui s'appelle KTR France à Dardilly, qu'on a réalisé en 2018. C'est une rénovation à énergie positive. Et on voit, alors, je n'ai pas les retours sur Bella Verde parce que le bâtiment est très récent. Et là, donc, j'ai pris un exemple au mois de juillet, je crois, où on voit en vert le tracé de l'humidité extérieure et en orange les températures extérieures. Ce qui est intéressant, donc si je reprends la couleur verte, on voit que l'humidité extérieure est très élevée et l'humidité intérieure qui est en orange est largement abaissée. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. L'humidité extérieure est en verte et l'humidité intérieure est en bleu. Voilà, on voit qu'on a un abaissement de l'hygrométrie qui n'est pas le fait unique de la ventilation, parce qu'on a fait le test en arrêtant la ventilation, qui est lié à la présence massive de chanvre et d'autres isolants biosourcés dans le bâtiment. On le voit également pour les températures extérieures en orange. Donc, pour faire simple, on avait des températures extérieures de l'ordre de 37-38 degrés. La température intérieure en rouge est stable dans le bâtiment aux alentours de 24-25 degrés. Tout ça sans consommer d'énergie. Donc, on a ici, on va relever surtout qu'il n'y a pas il y a une stabilité, notamment de la température, entre le jour et la nuit. Ce qui fait que le bâtiment, qui a quand même une inertie relativement faible, conserve une certaine fraîcheur pendant la nuit. Il n'y a pas d'amplitude de température dans le bâtiment, donc on en conclut que la présence des isolants biosourcés a un impact réellement positif sur le confort hygrothermique des bâtiments. Je vous demanderai de poursuivre, s'il vous plaît. Voilà, donc petit focus sur l'humidité, parce que je pense que c'est un des éléments les plus intéressants dans le chanvre. On voit ici des taux d'hygrométrie à l'extérieur qui ont des pointes assez élevées et toujours cette ligne bleue qui est relativement stable dans la durée, dans la continuité. Bon. L'hygrométrie, pour nous, c'est un élément sur lequel on travaille beaucoup, d'où l'intérêt du chanvre. Vous savez que l'hygrométrie contribue énormément à la température ressentie. Que vous y ayez trop froid ou trop chaud, les hygrométries élevées avec une température chaude, c'est absolument insupportable. C'est le cas pour les gens qui sont allés en Asie, dans des pays relativement humides, avec des températures même inférieures à 30 ou 32 degrés.
l'ambiance est absolument insupportable et étouffante. Et à l'inverse, dans les bâtiments où l'hygrométrie est élevée en hiver avec une température basse, nous sommes frigorifiés. Donc le seul indicateur, le petit gag, là, le seul indicateur de la température à 19 degrés, les thermostats à 19 degrés en hiver, c'est une grosse rigolade. Il est bien entendu qu'il faut prendre en considération l'hygrométrie des bâtiments. Merci. Je vais passer au suivant. Voilà. Il y a un élément important aussi donc, dans notre démarche, c'est la montée en compétence des acteurs. Donc sur chaque chantier, on organise des ateliers pour les ouvriers, pour les futurs usagers, pour d'autres professionnels, pour les sensibiliser à l'intérêt d'utiliser les biosourcés et aussi aux vigilances à considérer dans l'usage des biosourcés. Je fais un petit point particulier sur le traitement des façades. Les façades, on a utilisé un peu d'ITE. Malheureusement, on n'a pas pu utiliser, on devait utiliser des fibres de bois enduites. Ça n'a pas été possible. La commission d'urbanisme nous a souhaité qu'on utilise de la brique en façade, ce qui ne nous permettait pas d'utiliser des isolants biosourcés à coût accessible, puisque sur de telles hauteurs de bâtiments, on doit compartimenter, pour des raisons de sécurité incendie, les isolants biosourcés posés en façade. Donc, c'est la seule dérogation qu'on a faite dans ce projet. Merci. Voilà, donc le bâtiment a obtenu un label HQE niveau excellent. Donc, ce n'est pas incompatible avec la démarche biosourcée. Merci. Voilà, on a l'ensemble de nos projets intègrent du biosourcé. Là, on a l'exemple d'une surélévation qu'on a réalisée à Bron de 1000 m² en 6 mois. Donc, c'est aussi l'intérêt du biosourcé. Un bâtiment à Vèze. Et puis, d'autres rénovations. Ici, en bas à droite, on voit KTR France, qui est un bâtiment tout à fait remarquable, réalisé en 2018, donc avec du monitoring et des retours assez intéressants, ce que j'ai montré tout à l'heure, en termes de confort d'été et de bien-être des habitants. Merci. Donc, je pense avoir fini. Et donc, dans 100% de nos projets, il y a des isolants biosourcés. Et pour rien au monde, nos clients, donc, qui sont pas tous des enfants de cœur, puisqu'on travaille aussi avec des promoteurs, ne remettront jamais en question, ne remettent plus en question l'usage des biosourcés. Nos entreprises sont complètement fans. Donc, moi, je pense que on est au début de l'histoire seulement et j'encourage vivement tous les acteurs à se lancer à fond dans le biosourcé. Et puis quand on parle beaucoup des surcoûts, sincèrement, on a encore fait le point ce matin, on nous a sollicité pour nous demander les surcoûts sur des opérations un peu importantes. Oui, il y a peut-être 20-30% sur l'isolant, mais sur des opérations, sur un coût global d'opération, c'est quasiment anecdotique. Tant en face, on a de bénéfices. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Merci beaucoup, Marc. On va prendre 5 minutes de questions-réponses. Alors, j'ai regardé sur le fil de discussion. La plupart des questions ont bien été répondues par les intervenants. Je vous en remercie. Il y avait une question sur l'inertie. Quelles sont les solutions pour apporter de l'inertie dans les bâtiments à ossature bois afin d'assurer un bon confort d'été? Donc, c'est peut-être une question un peu pour tous les intervenants, s'il y a quelques billes par rapport à ça. Oui, bah ça c'est classique, hein. On va apporter un peu de masse, hein. On va mettre ce qu'on appelle, nous en tout cas, des murs stockers dans le bâtiment. On va dégager, on va éviter de couvrir des plafonds, on va les laisser bruts. On va se créer des lieux de stockage potentiel de calories. Ça, c'est aujourd'hui, c'est une solution qui est assez facile à mettre en œuvre. Si il y a d'autres réponses. Oui, moi je dirais, si mon micro fonctionne toujours, que pour les notions de confort d'été, ce qui est important dans la conception des bâtiments, c'est de prévoir une bonne capacité de surventilation nocturne. Ensuite, pour les matériaux, c'est effectivement apporter de l'inertie et accessoirement, les géosourcés présentent un vrai avantage dans le sens où la gestion de l'humidité permet elle aussi de stocker et de restituer au bon moment des calories.
par les phénomènes d'évaporation ou de condensation. Et donc, ça apporte un levier supplémentaire à l'inertie pour apporter du confort en été. Merci. Il y a une main levée de la part d'Abidem. Je vous invite à poser votre question. Bonjour, je vous appelle de la Mauritanie, Abidem, une entreprise dans la construction biosourcée en Mauritanie. On utilise plus le matériau TIFA comme matériau qui est une plante en Mauritanie, donc on utilise dans la construction. Là, ma question, est-ce qu'avez-vous un peu de retour sur ces matériaux dans les pays chauds tels que la Mauritanie et secs? Des informations. Alors, si je peux me permettre un début de réponse, pour ce qui est de l'utilisation des biosourcés en général, les règles ProPaille ne sont pas forcément, enfin, ne sont pas adaptées en dehors du territoire métropolitain, puisque on a entre autres des règles de perspirance des différents matériaux qui composent la paroi, de manière à ce que l'humidité s'évacue, puisque en France métropolitaine, l'humidité est plutôt produite à l'intérieur du bâtiment et va vers l'extérieur, ce qui n'est pas forcément le cas dans les pays tropicaux ou subtropicaux. Et donc, je sais que nous, les préconisations qu'on a pu faire par le passé pour des projets comme ça, plutôt en Afrique, c'était vraiment d'avoir de part et d'autre de l'isolant biosourcé, des matériaux très ouverts à la diffusion de vapeur d'eau qui vont pouvoir la stocker et la restituer en fonction des besoins, mais pour vraiment éviter les risques de pourrissement de l'isolant biosourcé. Et puis, par contre, règle qui est valable que ce soit en France ou ailleurs, des bonnes bottes, un bon chapeau, donc on évite les remontées capillaires et on protège de la pluie battante les ouvrages. Ouais, moi, a priori, Maël Steck, pardon, a priori, si je devais construire en Mauritanie, pour y être passé un petit peu et avoir habité au Sénégal, je pense que je travaillerais plutôt avec des bétons allégés. Moi, j'ai construit au Sénégal en briques banco, donc terre de termitière et paille de mille. Et j'imagine très bien des solutions béton de chanvre, terre-paille, qui ne cherchent pas à être très très bon en termes d'isolation, mais qui apportent avec la terre une hygroscopie, une fraîcheur intérieure naturelle, et puis un mur qui est très très performant en termes de déphasage. Donc ouais, plutôt du béton de chanvre ou terre-chanvre pour éviter d'utiliser de la chaux. Et puis utiliser les produits locaux de toute façon. Donc j'imagine que des fibres, vous en avez. J'imagine que de l'argile, vous en trouverez. Et un terre quelque chose doit être tout à fait imaginable. Bien penser à la surventilation. De toute façon, c'est la règle de base, hein, comme l'a dit Étienne. Surventilation nocturne, conception bioclimatique, protection des ouvertures du soleil. Et puis en avant. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on prenne une toute dernière question avant de passer le mot de la fin à Béatrice Couturier. N'hésitez pas à prendre directement la parole. Je peux me permettre, vous m'entendez? Allez-y. Oui. C'est pas une question, c'est plus un complément et c'est tout récent. C'était Vincent Piotrowski qui m'avait mis sur la piste. On a parlé d'isolant biosourcé, de fibres à base de coton, je crois. Et je voulais juste évoquer également un isolant à base de textiles recyclés. On a vu récemment une émission, je trouvais très polémique, enfin, qui posait la problématique, à mon avis, bien connue par beaucoup. Moi, je n'étais pas autant conscient de cela, c'est-à-dire de l'importance des textiles ou de la pollution des textiles non recyclés. Et donc, certainement, cet isolant est à suivre puisqu'il permet de mieux recycler les textiles. L'entreprise, on a cité des entreprises, donc je me permets également de citer le Relais Métis, il me semble. Merci.
Oui, je peux peut-être Merci. réagir. J'avais réagi un peu dans le film et on a cité les entreprises régionales, nous au principal, et c'est ce que je citais dans la discussion. Et il y a bien sûr plein d'autres fabricants d'isolants à l'échelle nationale. Et sur ce sujet du textile recyclé, il y a clairement là, on est en train de voir émerger dans plusieurs régions des acteurs locaux qui sont en train de se saisir du sujet parce qu'il y a un vrai souci. À cause de la fast fashion, là, on change très rapidement de vêtements, donc on jette de plus en plus de vêtements et on avait tendance à envoyer ça dans des pays lointains. C'est clairement en train de changer, donc il y a clairement un sujet du textile recyclé, ouais, c'est sûr. Donc le Métis, eux, donc c'est une filiale du Relais, donc ils s'approvisionnent sur toute la France. Là, c'est les bennes qu'on voit dans la rue, pardon. Et ils récupèrent que les jeans, par exemple. C'est pour ça le coton recyclé du Métis, il est très bleu parce qu'il récupère que les jeans. Et il y a d'autres filières où ils mixent plus. Mais Biofib en Vendée, par exemple, ils font le Biofib Trio. Là, c'est du chanvre-lin coton, donc ils ont une partie de textile recyclé aussi. Et donc Butex, que je vous ai cité localement, c'est aussi du textile recyclé. Et il y en a d'autres dans le sud-ouest. Wateco, ils commencent à faire un produit aussi qui s'appelle Fileco en vrac. Enfin, clairement, il y en a. Ça se développe, heureusement, de plus en plus. Merci beaucoup pour ces compléments. Et donc, on va passer le mot de la fin à Béatrice Couturier. Oui, juste avant de faire la conclusion, justement, je voulais revenir sur une question qui a été posée concernant le référentiel bureau. Alors, Christelle Jullion de l'ALEC avait fait une réponse, je vais peut-être la développer un tout petit peu. En fait, on avait donc un référentiel bureau qui a fonctionné, on va dire, en gros de 2007 jusqu'à l'arrivée, la mise en place de la RE 2020. Ce qu'on a constaté donc pendant cette période d'utilisation, c'est que les promoteurs et les investisseurs n'étaient pas forcément très désireux d'appliquer ce référentiel-là, préférence référer beaucoup à des certifications ou à des labels internationaux comme les BRIM, les LEED, etc. Parce que la plupart du temps, ils sont assis sur des fonds de pension ou des fonds d'investissement, que ces fonds de pension, ces fonds d'investissement connaissent les labels internationaux, mais pas le référentiel tertiaire, et qu'en fait, ce qu'on a choisi de faire finalement, c'est de travailler sur des passerelles et des correspondances. Donc aujourd'hui, on ne demandera plus le référentiel bureau, mais on va demander des équivalents de certification reconnus à l'international, puisque c'est ce qui se développe, enfin, c'est ce qui est mis en place depuis maintenant pas mal d'années par les investisseurs. Et c'est vrai qu'on constate que autant sur l'habitat, on avait parfois du mal à faire appliquer des démarches de qualité environnementale, autant sur le bureau, c'est quand même, les investisseurs vont chercher très souvent les labels et les certifications. Voilà, donc j'ai juste complété la réponse. Et maintenant, on va passer à la conclusion. Si on veut aller sur la slide suivante. S'il te plaît, merci. Alors, oui, donc je pense que en fait, le succès de cette édition nous montre quand même qu'il y avait un vrai besoin et des vraies attentes autour de ces matériaux, ces sujets-là, des matériaux biosourcés, géosourcés. En fait, vous l'avez vu, enfin, c'est ce qu'on essaye de faire maintenant depuis plus d'un an, donc depuis début 2022, c'est-à-dire à travers la plateforme des acteurs du BTP, d'animer une dynamique d'acteurs sur ces sujets-là. Donc, vous l'aurez compris, il y a une forte volonté politique de faire du territoire métropolitain un territoire fortement engagé en termes à la fois de production locale de matériaux biosourcés, géosourcés, et fortement engagé aussi, alors à la fois sur le soutien des filières, des entreprises de production locale. Donc c'est pour ça qu'on essaye, nous, à notre niveau métropole, de travailler sur la demande, donc les outils qu'on a cités précédemment comme le référentiel habitat durable. On n'a pas parlé de la plateforme éco-rénovation, mais il y a un bonus biosourcé par exemple aussi dans la plateforme éco-rénovation qui permet d'avoir des financements supplémentaires. Donc ce que nous on essaye de faire à notre niveau, c'est d'accompagner la structuration des filières en donnant à voir et de la visibilité sur la demande. Donc c'est pour ça qu'on a eu tout le volet de cette étude donc confiée à Caribati sur la mise en adéquation de l'offre et de la demande, et pour voir à l'horizon 2030 quels seraient les besoins donc produits, enfin les besoins du territoire métropolitain et dans quelle mesure le territoire sera en capacité d'y répondre. Voilà.
Donc, ce qu'on cherche à faire aussi dans le cadre de la plateforme, c'est vraiment de travailler sur les freins et les leviers, parce que c'est une façon aussi d'avancer, de massifier le développement de ces matériaux. Donc, je rappelle qu'on a eu un groupe de travail en mars 2023 donc, sur le volet assurantiel des matériaux biosourcés, géosourcés et du réemploi. Ce groupe de travail, le compte-rendu et la présentation sont disponibles sur la plateforme, le site web de la plateforme des acteurs du BTP, dont vous trouverez le lien sur la slide juste après. On essaye aussi, alors juste un point d'information par rapport à la plateforme, le site web des plateformes, vous aviez donc jusqu'à présent besoin d'un identifiant et d'un mot de passe, donc on vient de supprimer tout ça, donc maintenant le site web de la plateforme des acteurs du BTP est accessible directement sans identifiant et sans mot de passe. Si on veut aller sur la slide suivante, je vais donner peut-être les prochaines étapes. Merci. Donc, nous avons pour clore donc, ce cycle de webinaire le 16 mai de 13h30 à 15h, rénover et construire avec la terre creux et la pierre, donc là consacré au géosourcé. Donc vous avez le lien d'inscription. Nous avons également une rencontre en présentiel, donc une fois par an nous organisons une rencontre des acteurs du bâtiment, donc en plénière à l'hôtel de Métropole. Celle-ci sera consacrée à la décarbonation de la construction, économie circulaire et qualité de vie. Vous allez prochainement recevoir le programme détaillé. Vous avez aussi le lien pour vous inscrire. Voilà, et ben moi je voudrais remercier tout le monde, en particulier nos intervenants, qui ont vraiment, je trouve, contribué à enrichir le sujet et la connaissance. Et je remercie donc nos animateurs. Et voilà, on espère vous voir nombreux dans nos prochaines rencontres. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci.